Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est Nous les Normands, votre émission sur BFM Normandie dans laquelle on met en lumière les fiertés et les diversités de notre région avec à chaque fois un grand témoin. Et aujourd'hui, c'est une figure de la télévision que nous recevons. Est-ce que ça vous va, Henri Sagnier ? Je suis flatté. Bonjour à vous, Merci à vous. Je suis très heureux de vous recevoir parce que on a grandi, on est nombreux à avoir grandi avec vous. Vous nous avez raconté l'actualité, vous nous avez fait vivre beaucoup d'événements. On va en parler ensemble dans cette émission. À mes côtés, deux chroniqueurs pour nous accompagner. Bonjour Dominique Roscoff. Bonjour Bastien. Journaliste chez RCF. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors je vais vous emmener dans le département de l'Orne et je vais vous parler d'aiguilles avec le dernier fabricant tricolore d'aiguilles, Bohain. La fabrique Bohain, on en parle dans un instant. Et puis Gauthier Lenôtre, bonjour. Bonjour Bastien. Auteur du podcast Histoire de Normand, vous allez, comme à chaque fois, nous parler d'une personnalité normande qui fait partie de la richesse de notre région. Tout à fait, je vais vous parler aujourd'hui du père Raymond Pichard, à qui nous devons la première diffusion de la messe au monde, mais aussi la première allocution papale. Nous parlons télévision, monsieur Sagnier. Est-ce que ça vous va comme programme ? Ça me va, ouais. Eh ben on y va, c'est parti, Histoire de Normand. Henri Sagnier, donc notre invité dans cette émission. Vous avez donc fait vos débuts à l'ORTF, puis vous avez évolué au sein de France Télévisions. Vous avez présenté des JT, vous avez présenté des magazines de sport aussi, couvert pas mal d'événements sportifs. Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre carrière ? J'évite de me retourner, c'est-à-dire que moi, j'en parle quand mes enfants m'en parlent, parce que les enfants, ils découvrent que j'ai fait le journal de 20h, que j'ai fait telle chose. Alors aussi, ils savent que j'ai commenté le Tour de France, par exemple, parce que c'est les gamins, ils aiment bien le vélo, mais ils connaissent pas tout de ma carrière, et j'évite de regarder certains journaux qui me plaisent. Par exemple, moi, mon premier 20h, mon parrain, c'était Alain Delon, mais j'ai jamais regardé le journal. Et un jour, on me l'a mis sur le net, là, j'ai regardé, je me dis, merde, c'était pas mal, il y avait des trucs. Mais non, j'évite de regarder derrière. Moi, je fantasme toujours sur ce qui va arriver. On regarde vers l'avant. Ouais, toujours. Bon, on regarde quand même un peu vers l'arrière, parce que vous avez fait quand même une partie de votre carrière en Normandie, racontez-nous. Beaucoup. 10 années pleines. Ah ouais, mais c'est important pour moi. Je venais d'Amiens, après je suis allé à Lyon. Et puis un jour, j'ai débarqué en Normandie à Caen. J'avais 28 ans et on m'a nommé directeur. C'est pas mal, à 28 ans. Ouais, parce que j'avais vu le patron qui s'appelait Arthur Comte à cette époque-là. J'étais à Lyon, il me dit, il n'y a que des vieux qui dirigent les stations, il faudrait des jeunes. Je dis, moi je suis partant. 15 jours après, j'étais nommé à Caen. Et je débarque à Caen, moi je venais de la Pardieu à Lyon avec des tours, des machins. Au milieu d'un champ, avec des vaches. Et il y avait un émetteur et puis des préfabriqués. Et je me suis retrouvé patron à 28 ans et tous les journalistes étaient plus âgés que moi. Et puis on s'est marré, on a travaillé comme des fous pendant 10 ans. Et on a fini par nous remarquer. Et moi, la présidente de France Télé a dit, il faut que vous veniez à Paris, vous allez créer le 19-20. Voilà, c'était le début d'une carrière qui marchait bien. Et c'est vraiment vos débuts à Caen. Alors c'est à Saint-Comté précisément. Saint-Comté, c'est un tout petit village de 300 à 400 habitants. Et puis il y avait un mât, voilà, et puis on avait des préfabriqués au pied, et puis là, on bossait là, mais c'était extraordinaire, quoi. Ça, c'était une belle aventure. Ouais. Quel est votre souvenir le plus marquant de votre carrière ? J'imagine que c'est pas simple à répondre, mais... Bon, c'est pas simple. Si, mon premier 20h, c'est important. Ouais. Surtout, je le disais tout à l'heure, avec Delon, qui est un mythe que je ne connaissais pas du tout. Et il n'était pas très chaud pour être mon parrain, parce qu'il ne me connaissait pas. Et qui sait, alors, il a vu Drucker lui a dit, non, c'est un pote, alors vas-y, il est venu. Et puis, ça, c'est un beau souvenir. Puis, j'ai d'autres souvenirs, j'ai les souvenirs. Tout ce que j'ai fait en Normandie, sur les plages du débarquement, le 40e anniversaire du débarquement, je l'ai couvert avec plein de gens. Et on a pris l'antenne, on n'était qu'une toute petite station régionale, hein. On a pris l'antenne pendant toute la journée. Et on a retransmis au niveau national. Alors là, ça nous a donné un peps extraordinaire. Et après, tout le monde voulait m'acheter et me dire, allez, viens avec ton équipe, on va faire des trucs. Et j'ai fini par céder. Ça, c'est ce que vous nous avez dit en préparant cette émission. Les commémorations du débarquement, ça vous a vraiment marqué ? Ah, ça m'a marqué. Parce que les plages du débarquement, je les connaissais en gamin. J'étais venu me balader. Mais c'est prenant, hein. On vit l'histoire. Je vivais ça notamment avec Gilles Perrault qui était là, qui était un historien, avec des politiques, avec des témoins tout simplement. Non, c'était extraordinaire. Là, on commente l'histoire et on revit l'histoire. Il y avait la reine d'Angleterre, il y avait le président des États-Unis, et nous, on est au milieu de tout ça. On se dit, on n'est pas grand-chose, mais c'est à nous de traduire l'ambiance.
Ah ouais, moi j'ai encore des frissons dans le dos quand je dis ça parce que c'était super. Ouais. Vous avez aussi forcément observé l'évolution du métier, la pratique du journalisme qui a aussi évolué. Quel regard vous portez là-dessus? Ben, j'aurais aimé aussi être dans ces temps maintenant où on raisonne tout de suite, on fait de l'instantanéité. Ça c'est bon parce que nous quand on faisait des directs, il fallait commander les satellites, moi j'ai fait des directs en Roumanie, aux États-Unis et tout sur des événements, hein, sur des faits de guerre aussi, la chute de Ceausescu, des trucs comme ça, mais c'était long à mettre en œuvre. Alors que maintenant, on a l'impression qu'on peut être en direct de partout. Et quand on n'est pas en direct, on prend son téléphone, on le met, on est en direct. C'est génial. Moi, j'aurais aimé vivre ces temps-là. Ouais. La télé, ça vous manque aujourd'hui? Oh, ça me manque toujours un peu, mais bon, faut pas. Elle est derrière moi maintenant. Alors, je fais beaucoup d'émissions de télé parce que je suis invité. Là, j'ai écrit un bouquin et on m'invite un peu partout. Alors bon, c'est gentil. Je redécouvre les plateaux de télé. Je redécouvre des journalistes. Certains, je les aimais pas, mais ils sont adorables avec moi. Bon, non, c'est pas que je les aimais pas, mais bon, j'appréciais plus ou moins. Mais ils sont super, très bienveillants à mon égard. Non, c'est bien, c'est bien. Puis alors j'espère que je passe pas pour un vieux rejeton de la télévision d'avant-guerre. Hein. J'ai connu Zitrone, mais enfin, bon, j'ai pas trop travaillé avec lui, quoi. Mais non, c'est bien. Moi, je crois que j'avais quand même donné un vent de fraîcheur à la télévision. J'arrivais, je marchais, je disais attention, voilà ce que vous allez voir et tout. Alors on m'a engueulé un peu au début. On m'a dit il faut pas faire ça en télé. Puis mets ta cravate parce que je mettais pratiquement jamais de cravate. Et puis après, je m'aperçois que maintenant il y en a plein qui se mettent debout pour venir et qui font ce que j'ai fait il y a 25 ans ou 30 ans, quoi. Alors c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on espère que vous garderez un bon souvenir de votre venue ici. Ah, tout à fait. Comment est-ce que vous occupez votre retraite aujourd'hui, Henri Seigné? Je suis maire d'un petit village en Picardie depuis très très longtemps, depuis 48 ans. Même quand j'étais à Caen, j'étais maire de mon petit village. Et ça me prend énormément parce qu'il faut être à l'écoute des gens. Et puis je cultive mon village comme si c'était un jardin. Un jardin secret. Alors j'ai des tas de projets, je fais des tas de trucs. Là, je viens de planter de la vigne, par exemple. Bon, on va faire du vin dès l'année prochaine. On va produire du vin rouge et un petit pétillant. On fait de la farine parce que j'ai fait un moulin. On entretient les sportifs. Là, on l'a encore fait tout le week-end avec un petit stade d'athlétisme et puis une équipe. J'ai des équipes de foot. Ouais. J'ai du grain à moudre. Vous êtes bien occupé. Ah oui. Il n'y a pas d'ennui. Non. Dominique. Vous faites de la politique, alors, quelque part? Non, c'est de la politique, pas politicienne. Non, justement. J'ai des convictions, mais personne ne les connaît. Hein. Mais par rapport, justement, à l'esprit de la politique actuelle, quand on est maire d'une petite commune, c'est un peu... Non, moi, la politique, aussi. Moi, j'ai des convictions. Bon, mais personne ne les connaît. Moi, ce qui me plaît, c'est que dans le village ou même ailleurs, il y en a qui me traitent de gauchiste et d'autres de gaullistes. Alors, donc ça me fait marrer. Vous orchestrez, en fait. Hein? Oui. Moi, je suis au service des gens, quelles que soient leurs convictions. Voilà. Et j'ai toujours été comme ça. C'est pour ça que j'ai toujours été réélu avec plus de 80% des voix. Parce que je suis au service des gens. Alors, il y en a qui ne m'aiment pas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il doit y en avoir. Mais bon, il y en a au moins 15%. Mais voilà, c'est comme ça. Et quand on vient au service des gens, quand on a du pouvoir de faire des projets et d'avoir des projets qui vont à terme, hein, parce que bon, moi j'ai fait construire un moulin qui était voilà, mais maintenant on fait de la farine et on va faire du pain. Il y a un four à pain, ça c'est pas moi qui l'ai fait, mais il y a des tas de choses comme ça. On se dit c'est bien. Là, en ce moment, je me suis passionné pour faire un truc pour accueillir des camping-cars, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de touristes. Ouais. On est à 15 km de la mer. Voilà, j'ai fait mon truc de camping-car et ça marche très bien. Et quand il y avait personne pour aller chercher le pognon le soir, c'est moi qui y allais avec ma petite caisse. Vous impulsez, quoi. Ouais, faut impulser, c'est marrant. On va parler de votre lien avec la Normandie dans un instant. On va d'abord parler d'un autre projet télévisuel avec vous, Gauthier, parce que vous allez nous parler du père Raymond Pichard. Alors, qui est-il? Eh bien, écoutez, le père Raymond Pichard, c'est à lui que nous devons la première diffusion d'une messe au monde. C'est avec la radio-télévision française, mais aussi la première allocution papale. Alors, qui est-il? On va rembobiner un peu, si vous le voulez bien. Le père Raymond Pichard est né en 1913 à Moyaux, charmante commune du Calvados. Donc, vous avez également commencé à Saint-Comté, donc ce n'est pas très loin. Il a été séminariste à Rouen, au sein de l'établissement Jean-Baptiste de La Salle, et ordonné prêtre en 1939. Mais sa vocation médiatique a commencé véritablement, non pas dans l'Hexagone, mais en Algérie, encore département français, puisque à Alger, il a intégré la rédaction de Radio Paris, sur lesquelles vous pouvez retrouver sur Internet ses premières émissions. Nous sommes ici en 1944. Avec cette première expérience, il est revenu en France, a pu pénétrer dans les illustres locaux de la télévision française Cognac Jay. Oh oui, voilà, vous connaissez très bien.
Et c'est ici qu'il s'est dit qu'il allait mettre toute sa vie, consacrer sa vie à diffuser la parole chrétienne à la télévision. Avec donc une première messe, une première allocution papale diffusée à la télé. C'était une première mondiale. C'est une première mondiale et c'est également une première en manière technique. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté pour organiser des tournages, que c'était parfois long. La première diffusion en direct d'une émission, c'est sur le Tour de France 1949. Wow. Et quelques mois... J'ai à peine né. Hein. Et quelques mois après, eh bien, cela s'est fait avec le père Raymond Pichard, puisque le 25 décembre de cette même année-là, plutôt même 1948, je me suis trompé, cette année-là, première messe, 25 décembre, il a fallu tout organiser, faire venir des camions, installer les câbles, un récepteur sur la Tour Eiffel pour que l'émission soit diffusée dans un périmètre de 70 km. Il y avait très peu de personnes qui avaient la télé, mais ce fut une première. Les caméramans se sont habillés avec l'aude, ont revêti l'aude pour se cacher. On a mis des pots de fleurs devant les caméras qui étaient imposantes à l'époque pour que la messe soit dans son jus le plus naturel, le plus authentique possible. Et fort de cette première expérience, notre Normand est monté au Vatican, rencontrer le pape Pie XIII pour lui proposer tout simplement de s'adresser au monde pour la première fois par l'intermédiaire de la télévision. Alors on imagine le scepticisme de certains cardinaux dans les couloirs du Vatican, mais au final, le pape Pie XIII a été sensible à l'émoi que ça l'avait provoqué à l'époque en France, mais surtout par la force de conviction de notre Normand. Nous sommes ici au 17 avril 1949. Le pape Pie XIII s'est adressé au monde avec ces termes. On a dit au monde que la religion était à son déclin et à l'aide de cette nouvelle merveille, le monde verra le triomphe grandiose de l'Eucharistie et de Marie. Vous faites très bien Pie XIII, Gauthier. Encore. Ils sont fous, c'est normal, mais oui. C'était une révolution donc pour l'époque. Quel héritage aujourd'hui on garde de tout ça? Et oui, une vraie révolution, puisqu'il a inspiré en réalité bon nombre de générations futures jusqu'à nos jours pour aller sur le terrain directement, filmer l'actualité. Vous en parliez il y a quelques instants, Henri Sagnier. Mais aujourd'hui, le jour du Seigneur, que nous pouvons retrouver sur le service public tous les dimanches, c'est lui qui l'a créé. Le journal Télérama, c'est également Raymond Pichard qui l'a créé. Donc, tout comme vous qui êtes un mastodonte de la télévision, le Normand Raymond Pichard a contribué à la révolution télévisuelle. Et on parlait... Moi, je réagis parce que j'étais enfant de cœur, donc voilà, c'est quelque chose d'important. Et c'est Normand. Et oui, c'est Normand. J'ai appris quelque chose. Et on parlait effectivement de l'évolution, de toutes ces choses-là. Vous avez aussi l'impression d'avoir fait avancer aussi la télé peut-être un peu, mais non, c'est un degré moindre, hein, quand même, faut pas exagérer. Moi, je l'ai fait avancer à travers une perception que les gens peuvent avoir. On donnait un vent de jeunesse. Oui. Parce que moi, c'était Léon Zitrone qui faisait de la télé à 80 ans. Mais le 19-20, c'était quand même une invention. Oui, le 19-20, c'est une invention. Une révolution. Hein. De toute pièce, moi, on m'a dit il faut donner la parole aux régions. Parce que les régions, ça parlait pas tellement. Alors moi, j'ai dit je vais faire un journal national. Il s'appellera le 19-20. C'est l'info avant l'heure. Alors là, je me suis mis tous les Parisiens contre moi. Hein. Là, j'étais pas très bien vu, alors que je suis né à Puteaux. Hein. Je suis parisien dans l'âme au départ. Et puis, on a lancé ça avec l'appui des 25 stations régionales. Moi, je faisais un journal et je grappillais un peu partout des trucs. Et ça a bien plu. Et donc, après, je me suis vendu ailleurs. On va reparler de vos liens avec la Normandie, de ces 10 ans. Vous nous en parliez tout à l'heure, vécu près de Caen. Vous y revenez régulièrement en Normandie? Ah oui, très souvent. Faut dire que moi, j'ai épousé une Normande de Bayeux, donc voilà. Et puis mes enfants sont nés à Caen, mes 2 enfants, Antoine et Manu. Ouais. Donc voilà, je reviens très souvent et toute ma belle famille est dans le coin, surtout dans la Manche. Alors je viens très souvent ici et je traverse aussi toute la région de Rouen et tout. Et des fois je reviens par la côte parce que je trouve ça très beau. Ah oui, je suis un fan de la Normandie. Vos spots préférés, c'est quoi? Alors les spots, alors je peux pas parler de le Mont Saint-Michel, c'est pas un spot, hein. C'est quelque chose de mythique, c'est une des plus belles dés du monde. Et alors ça j'y tiens parce que j'ai fait des émissions pour sauver le Mont Saint-Michel. Je suis un peu fou moi dans l'âme avec mon équipe et on a vendu des trucs, des tableaux, on a fait des directs, on a fait des cassettes et tout ça pour empêcher l'ensablement du Mont Saint-Michel. Et on a plus ou moins réussi puisque maintenant il est plus ou moins sauvé. Il y a des travaux. Il y a de l'eau, il y a des travaux. Voilà, on a donné une petite pierre à l'édifice, quoi. Pas grand-chose, mais voilà. C'est toujours ça de prix. La Normandie, on sait, souvent moquée pour sa pluie. Vous balayez cette idée? Je balaye, je dis que la Normandie, il pleut moins en Normandie qu'en Bretagne. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Alors là, ça va raviver la guerre avec les Bretons. Il y a le Mont Saint-Michel au milieu, déjà, c'est pas évident.
Et on va le tirer vers nous, hein, quand même, faut pas rigoler. Il est normand. Non, mais moi, j'adore cette région. Et même, alors ça, je devrais pas le dire, mais même quand il pleut avec un petit crachin, c'est super. Ça a son charme aussi. Ça a du charme. Même quand je fais du vélo, moi, je préfère avoir un petit peu d'eau comme ça sur la figure que d'avoir un cagnard de plomb. Et j'avance plus. Moi, je suis un peu feignant sur le vélo, donc non. On aime bien découvrir dans cette émission les lieux qui plaisent effectivement à nos invités. Vous nous avez aussi parlé du lac de la Sélune. Ouais. De quoi s'agit-il ? C'est un lac qui est extraordinaire, qui est dans le sud de la Manche, pas très loin du Mont-Saint-Michel. On se croirait au Canada, on se croirait dans des lieux mythiques des Alpes, en Savoie. C'est beau, c'est tout simplement beau. Il y a de la sérénité, il y a de la verdure. Et se promener sur un kayak là-bas, j'avais fait un reportage moi là-bas, je conserve encore dans la mémoire les images de ce lac de la Sélune, qui est très très beau. Ça, c'est inconnu, hein. C'est un insolite. Hein. Ah oui. C'est ce qui fait aussi cette émission. J'encourage tout le monde à aller se voir, parce que c'est à la limite entre la Normandie et la Bretagne, mais c'est en Normandie. Bon, c'est comme le Mont-Saint-Michel, c'est en Normandie. Il y a trop de monde au Mont-Saint-Michel. On peut aller jusqu'au lac. On vous a aussi demandé les Normands qui vous inspirent. Alors, en bon sportif que vous êtes, vous nous avez parlé de Jacques Anquetil. J'ai dit Jacques Anquetil, parce que moi, c'est mon idole. Quand j'étais gamin, un peu plus, je venais avec mon vélo jusqu'à chez lui pour voir un peu où il habitait. Je suis allé me recueillir sur sa tombe, et puis je l'avais rencontré moi un peu à la télévision, j'allais dire à Caen, non pas à Caen, si à Caen une fois, mais surtout à Paris. Il commentait le Tour de France. Alors moi, c'est un type, il est beau sur le vélo, c'est magnifique. Moi, j'aimerais être beau comme ça sur mon vélo. Je suis pas beau comme ça, moi, je suis tout rabougri. Lui, il a une ligne, et j'ai dans mon bureau, depuis que je suis journaliste, une photo de Jacques Anquetil à 19 ans qui remporte le Grand Prix des Nations. Ah oui. Et c'est magnifique, c'est beau. C'est beau, c'est la beauté à l'état pur. C'est beau. Et vous nous avez aussi parlé d'un peintre ? Oui, Louis-Édouard Garrido. Ouais. C'est un monsieur extraordinaire qui était le président des artistes peintres de Basse-Normandie. Et il avait un pendant ici qui s'appelait Franck Innocent, qui faisait aussi de très très beaux tableaux. Et un jour, ce monsieur a disparu. Et sa femme est venue me voir 6 mois après, et elle m'a amené des tableaux. Et il avait marqué que c'était pour moi, derrière. Vachement beau, quoi. Beau cadeau. Très beau cadeau, surtout qu'ils doivent coûter cher, ces tableaux. Bon, ils sont chez moi dans ma salle à manger, et c'est le peintre de Saint-Valahougue. D'accord. Oui. C'est dans la Manche, oui. C'est magnifique. Cotentin. Très, 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 très beau. Vous écrivez aussi, toujours, Henri Sagnier, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il y a un projet de livre, vous allez parler de la Normandie bientôt. Ah oui, j'ai envie. Bon, j'ai écrit des bouquins sportifs, beaucoup. J'en ai fait un sur le cyclisme, un sur le foot, un sur les anecdotes du vélo et du Tour de France. Là, j'en ai fait un sur moi. J'aime pas parler de moi, mais j'ai parlé de ma santé, pour dire aux gens... qui vont pas, qui baissent les bras, qui se plaignent, qui se laissent mourir, qui sont aux portes du cimetière. J'aurais dit, faites comme moi, battez-vous. Moi, j'ai perdu 14 kilos, j'étais paumé, j'étais pas bien, j'avais jamais été malade de ma vie, mais je me bats. Et là, je continue de me battre. Là, c'est pas facile, j'ai les mains qui marchent pas bien, je marche de travers de temps en temps, mais il faut se battre. Donc, j'ai écrit un bouquin là-dessus, qui marche très très bien, d'ailleurs. Et puis, j'ai envie d'écrire un roman maintenant. Alors, je savais pas écrire avant, mais j'ai pris du plaisir à écrire, parce que quand on est bloqué chez soi, mais qu'est-ce qu'on fait ? Rien, on sait pas. Alors, je me suis mis à écouter de la musique. J'ai découvert des chanteurs, j'ai découvert Zaz, j'adore Zaz, alors j'écoute Zaz. Il y a d'autres personnes comme ça que j'aime beaucoup. Mélodie Gardot, aussi, c'est une fille qui fait des chansons extraordinaires. Et puis je me suis mis à regarder la nature, à écrire des petits poèmes, des petits trucs comme ça. J'ai changé un peu de vie. Avant, j'étais un fou, je courais partout, quoi. Vous avez évoqué votre santé, je me permets de rebondir parce que cette nouvelle, elle l'a quand même interpellé beaucoup de téléspectateurs, de fidèles qui vous regardaient. Vous allez mieux aujourd'hui ? Ouais, ça va un peu mieux. Mais bon, c'est ma femme qui conduit la voiture parce qu'elle a peur quand je conduis. Parce que j'ai le droit de reconduire. J'ai le droit de reconduire, mais enfin, je suis pas Fangio, je suis pas ni Alain Prost. Non, mais non, ça va un peu mieux. Je marche. J'ai toujours peur qu'on me repère quand je marche de travers. Parce que je dis, si ils m'ont reconnu, ils vont dire que je picole. Non, il faut faire gaffe, quoi. Mais non, j'ai repris le cours de la vie, mais c'est dans la tête que ça joue, je veux dire. Moi, j'ai failli aller au cimetière directement. J'étais pas bien, quoi. Mais voilà. Rien n'est jamais perdu. Vous êtes un peu un miraculé quelque part ? Oh, je sais pas, il paraît, mais non. Mais... Plutôt un combatif. Ouais, c'est parce que j'ai combattu. Moi, je dis, j'ai l'âme d'un battant. Il faut jamais baisser les bras.
si vous baissez les bras, c'est foutu. Ça vous vient d'où justement cette force de l'esprit? C'est le fait d'avoir fait du sport et d'avoir fait du journalisme à un niveau assez haut, parce que là il faut se battre. Moi, si l'audimat n'était pas bon, j'étais viré, comme maintenant, sans doute. Puis les gens étaient très très critiques à notre égard. Et moi, comme j'étais un des plus jeunes, en venant après Zitrone et des mecs qui avaient une carrure, machin, moi j'étais le petit genou qui arrivait, quoi. Et faire sa place. Oui. On va parler d'un autre lieu que vous connaissez peut-être avec vous, Dominique. C'est la Manufacture Bohain. C'est votre destination du jour. Oui, la Manufacture Bohain, c'est dans le département de l'Orne. L'Orne, oui. Oui, vous connaissez? Oui, je connais. De réputation. De réputation. Ça s'arrête là. Alors, c'est le dernier fabricant, il faut le savoir, tricolore d'aiguilles à coudre et d'épingles de sûreté à boules et d'épingles à tête de verre. Non, mais c'est précis. Avec une vieille histoire de famille derrière tout ça. Alors, le site est basé à Saint-Sulpice-sur-Île. Il est occupé depuis... le site est là-bas depuis 1833. Alors, l'histoire est intéressante parce que le père de Benjamin Bohain était menuisier. Il fabriquait donc ces fameuses boîtes. À l'âge de 8 ans, Benjamin travaille avec son père dans l'atelier familial, donc tout près de l'Aigle, dans le centre de l'Aigle même. Et à 11 ans, il souhaite déjà diriger l'entreprise. Ah oui. Vous voyez, il était encore plus précoce que vous. Ah oui. Ça, c'était de bon augure. Alors, comme le père ne voulait pas, il s'est enfui sur les quais du Havre. Il a pris un paquebot, notez bien, à 11 ans, et il est parti vers les États-Unis. Et puis donc il est rentré, il a encore menacé son père à 15 ans, et puis le père finalement lui a dit écoute, je te passe les rênes. Bon, il a attendu 2 ans, c'est à l'âge de 17 ans que Benjamin Bohain a pris la tête de l'entreprise. Et donc en 1997, c'est une nouvelle ère qui débute. Alors évidemment, en 97, on sait que toutes les délocalisations sont là. Et donc après 5 générations, Bohain, en 97, c'est la liquidation judiciaire. Et là, comme ça a été un petit peu le cas pour les Madeleine Jeannette, à Caen, et bien là en 97 il y a un directeur commercial qui s'appelle Didier Vrac qui reprend Bohain et puis il va redresser la boîte comme il peut, comme on dit, et son credo c'est quand même de faire confiance aux salariés. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal d'ailleurs, et ça réussit pas mal. Et donc M. Vrac se dit mais je vais développer l'export. Donc les Normands ne sont pas toujours très bons en matière d'export, on dit ça au niveau des entreprises. Et donc il a réussi à augmenter le chiffre d'affaires à l'export de 3 à 4%, mais il fait une rencontre. Et ça, c'est un peu comme vous, il y a des rencontres dans la vie. Oui. Et là, il rencontre en Norvège un Américain qui est plutôt spécialisé dans la vente de tissus destinés au fameux patchwork. Et là, ça a été un petit peu le salut, ça a relancé l'entreprise. Et puis en 2011, il y a une jeune personne qui l'avait embauchée, Audrey Régnier. Donc cette Audrey Régnier est nommée chef de projet dans un premier temps. Elle s'occupe du musée Bohain, parce que vous savez qu'on peut on peut visiter cette fabrique, on peut voir les gens travailler. Et donc elle prendra 7 ans plus tard, sans le savoir d'ailleurs, la tête de l'entreprise. Donc aujourd'hui c'est Audrey Régnier, avec son mari Fabien qui a repris l'entreprise. Ça va plutôt bien et elle développe tout le côté commercial. Il y a donc des nouveaux défis en quelques mots? Alors oui, des défis parce que, évidemment, on est dans le patrimoine. Le bâtiment de la manufacture est inscrit au titre des monuments historiques. Il y a aujourd'hui une 40aine de salariés. Le chiffre d'affaires, l'export a augmenté puisqu'aujourd'hui on est à environ 20%. Et puis l'usine repose toujours sur des vieilles machines et la plus jeune a quand même 50 ans d'existence. Donc c'est quand même pas mal. Et donc la manufacture a décidé il y a quelques semaines, c'est très récent, de transférer les nouveaux outils de travail à l'Aigle avec les bureaux de logistique. Alors il va rester évidemment le bâtiment, emblématique, mais c'était pour la sauvegarde de l'entreprise et son développement, c'était quelque chose de vraiment nécessaire. Donc Audrey Régnier a pris cette position. Belle histoire. Merci, belle histoire, belle découverte, merci. On peut y aller visiter l'entreprise, Juste en tant que public. Rapidement. En parlant de visite, il n'y avait pas eu une visite accessible aux nudistes l'année dernière? Oui, il y avait une initiative de ce type. Et puis très rapidement, il y a aussi l'entreprise a été relancée aussi grâce à un reportage de télévision. Ah oui, c'est comme quoi. Allez, on va terminer cette émission avec notre rubrique Questions pour un Normand. Des questions, des réponses très courtes, Henri Sagnier. Est-ce que vous êtes plutôt beurre d'Isigny ou crème de Normandie? Beurre d'Isigny. Beurre d'Isigny. La cathédrale de Rouen ou la cathédrale de Coutances? Je vais dire Rouen quand même, parce que Coutances, j'aime beaucoup, mais non, Rouen. La cité de la mer de Cherbourg ou le musée maritime de Rouen? La cité de la mer de Cherbourg, que je connais bien. Les plages du débarquement ou les falaises d'Étretat? J'ai une petite idée de la réponse. Les deux, mon général. Non, les deux. Non, là, je peux pas trancher. On peut pas choisir. Les cabanes de plage de Deauville ou celles de Saint-Valéry-en-Caux? Deauville. Le théâtre de Caen ou l'opéra de Rouen?
L'Opéra de Rouen. Guillaume le Conquérant ou Rollon? Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant. Une balade à cheval sur les plages du Cotentin ou une balade en calèche dans le Pays de Caux? Les plages du Cotentin. Parce que je les connais bien, c'est pour ça. Mieux que le Pays de Caux. Et la fête de la mer à Cherbourg ou bien la fête du lin dans le Pays de Caux? Alors là, je vais choisir le Pays de Caux. Le Pays de Caux. Bon. Ouais. Et puis une dernière question, est-ce que vous êtes plutôt haute ou basse Normandie? Je suis un peu gêné parce que maintenant il n'y a plus qu'une Normandie, mais je suis très basse Normandie et je me suis battu pendant 10 ans pour pérenniser la basse Normandie parce que je trouvais qu'il y avait une hégémonie de Rouen sur plein de choses. Mon patron, en plus, il était à Rouen, alors que moi, j'étais le patron à Caen et on se battait, mais on était très copains, très très bien. Mais je trouvais qu'on tirait trop souvent la couverture vers Rouen et pas assez vers Caen, alors que ce sont deux régions extraordinaires. Exactement. Et là, c'est une très très belle région maintenant. Unifiée. Et bien équilibrée. La Normandie unifiée, équilibrée. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. C'était un vrai plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite de votre retraite. Je vois que vous êtes très bien occupé. C'était en tout cas un plaisir de vous avoir. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très vite pour un nouveau numéro de Nous les Normands.